si on prend la jurisprudence Karachi, et que ça doit nous coûter 6 millions de dollars en frais de dédommagement parce qu'on a envoyé quelqu'un et qu'il n'était pas protégé, est-ce que ça vaut pas le coup d'arrêter pendant 2 jours à 250 000 dollars jour, hein, ça nous fait un demi-million, mais comparé aux 6 millions de pertes, voilà. Où on logeait et l'endroit où on devait travailler, et donc on faisait des convois hyper rapides dans la ville, en véhicule blindé, de nuit. On a des cadres d'ordre, on a des ordres initiaux, on a la MRT, la méthode de raisonnement tactique, voilà, qui permettent de s'organiser. C'est des choses qu'on peut adapter au monde civil. J'ai vraiment découvert dans les unités spéciales l'humilité. La plupart du temps, les gens sont très humbles, hein, et pourtant on a des gens très 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 performants, mais voilà, qui font juste leur métier, qui s'en vantent pas. Bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. Aujourd'hui, c'est toujours la saison 5, c'est le 4e épisode avec notre ami Olivier Fento. Nous l'avons suivi depuis le premier épisode lorsqu'il est entré dans le service action à la fin des années 80. Il a quitté le service, a rejoint la guérilla Karen au début des années 90 en Birmanie, et puis est parti en Afrique où il a été contracteur, et puis il a travaillé dans la protection des grands parcs contre le braconnage au service de l'Union européenne. Et voilà, nous en sommes là maintenant, et nous allons voir l'évolution, nous allons poursuivre d'observer l'évolution de Olivier, qui a servi, comme on l'a dit, et qui a beaucoup travaillé en Afrique et qui vit suivant un rythme qui semble assez intense, dans des conditions qui semblent très intenses également. Il nous a expliqué ce qu'était que la lutte contre le braconnage et les opérations qui sont menées. Et voilà, ce sont des opérations qui sont des opérations de police, mais qui ressemblent quand même beaucoup à des opérations commando. Et notre ami Olivier donc va poursuivre son cheminement, comme on voit. Il continue à évoluer. Et il rentre dans la société contre le risque, c'est ce qu'il nous explique à la fin du 3e épisode, et une société internationale très, très connue, très réputée. Et il va donc continuer à travailler essentiellement sur le continent africain, avec un passage par Haïti. C'est ce qu'il va nous raconter dans ce nouvel épisode. J'espère que cela va vous intéresser. On va voir encore un certain nombre de choses, des rappels aussi constants sur le passage d'Olivier par l'armée, qui, malgré ses quelques années dans l'armée, il a été bien formé, il a été même quasiment formaté, et tout ce qu'il a appris va lui servir tout au long de sa carrière, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Là, ton expertise, c'est la sécurité, c'est aussi l'Afrique. Est-ce que contre le risque, tu fais travailler à ce moment-là exclusivement en Afrique, ou bien tu étends un petit peu ton domaine? Non, j'ai fait les deux. Alors j'ai travaillé à Haïti dans un contexte particulier, et en fait là on se retrouve dans la sécurité privée en moyens dégradés. On a beaucoup moins de matériel ou d'équipement que quand on est à l'armée. Donc il faut faire avec le peu de choses dont on dispose, adapter les dispositifs aux réalités du terrain. Donc voilà, là je retrouve des choses que j'avais pu connaître auparavant. Donc j'ai travaillé sur Haïti et ensuite sur l'Afrique, sur le reste de l'Afrique. Et tu peux détailler un petit peu le genre de choses que tu as faites à ce moment-là, en fait, pour contre le risque? Oui, la plupart du temps, c'était soit rédaction de schémas directeurs, donc des audits de sécurité, et puis la mise en place de procédures sécurité, et puis ensuite la formation et l'encadrement des prestataires locaux qui assuraient la sécurité des intervenants, que ce soit des grands groupes qui travaillaient la plupart du temps. On est sur le BTP, on est dans le domaine de l'oil and gas, hein, du pétrolier, voilà, de la télécommunication, qui sont la plupart des gros chantiers qu'on va retrouver dans des zones dites à risque. Même si tu restes dans un domaine qui est proche de ce que tu avais fait auparavant, dans le sens où on est dans le domaine de la sécurité, il y a quand même beaucoup de nouveaux paramètres.
il y a des clients qui sont plus du tout les mêmes, des intérêts qui sont plus les mêmes. Est-ce que pour toi il y a un changement, il y a un shift que tu dois faire particulier, ou bien en fait c'est très très fluide ce changement pour toi? Oh, c'est assez fluide, mais parce que justement on a été formé à s'adapter. Mais oui, il y a un gros changement, c'est l'aspect financier et l'aspect assurance, voilà, responsabilité qui rentre en ligne de compte. Une journée de prospection sismique dans le désert, c'est 250 000 $ jour. Donc quand on stoppe pour des raisons de sécurité, on a intérêt à avoir de très bons arguments pour stopper, parce que le compteur, même si on n'est pas en prospection, le compteur continue à tourner. Donc voilà, quand un pipe qui pète au Yémen et que la réparation c'est 5 millions de $ jour, sans parler de la perte d'exploitation, il faut savoir mettre en place les dispositifs pour que la réparation dure le moins longtemps possible et qu'on puisse reprendre l'exploitation le plus rapidement possible. Donc effectivement, voilà, il y a ce paramètre-là qui rentre en ligne de compte qu'on n'avait pas forcément avant. Et quand tu parles du pipeline au Yémen, c'est quoi le dispositif que tu dois mettre en place justement pour éviter qu'il y ait une perte financière trop importante? Bah là, on travaille avec les autorités locales, on travaille avec l'armée yéménite, et puis nous, on met tout en place de notre côté pour surtout la partie logistique, c'est acheminer le plus rapidement possible les techniciens, en ayant en coopération avec les autorités locales, mis le meilleur dispositif sécurité afin de pouvoir assurer le plus rapidement possible la reprise des activités. Donc là ton boulot c'est quand même beaucoup dans le relationnel en fait. Finalement tu développes un réseau de gens qui sont peut-être utiles dans l'immédiat, mais peut-être qui seront utiles surtout au moment où ça risque de péter. Oui, tout à fait. C'est vraiment essayer de créer les liens les plus proches possibles avec les personnes avec qui on travaille, notamment les autorités locales, que ce soit les militaires, les gendarmes ou les policiers, qui puissent répondre rapidement à nos demandes, même si elles sont parfois hors délai légaux. Mais le fait d'avoir une proximité avec ces gens-là permet d'avoir des réponses favorables à nos sollicitations. Donc, il y a un très très grand travail de relationnel, absolument. Que tu avais déjà développé quand tu parlais de l'expérience en RCA, où il y a aussi cette notion de réseau qui est importante. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un changement un petit peu d'échelle avec ce que tu fais maintenant pour contrôler le risque. Oui, tout à fait, parce on va taper des niveaux supérieurs, Par exemple, si on parle de l'Algérie, on va essayer de prendre attache au plus haut niveau, donc avec le wali, qui est l'équivalent du préfet. Donc là, c'est pas seulement des responsables locaux, c'est d'essayer aussi d'avoir des contacts avec des personnalités administratives et politiques les plus influentes possibles, qui pourront, le cas échéant, répondre à nos demandes ou faire avancer rapidement une demande, que ce soit une demande d'escorte, une demande de vol, enfin voilà, tout ce type de demande. Alors on essaye de vraiment se créer le réseau de relationnel le plus opérationnel et le plus élevé possible, qui nous servira soit dans l'immédiat, soit sur des projets futurs. Tu parlais à un moment donné la décision d'arrêter une exploration sismique ou bien le pipeline. Qui a le dernier mot en fait? Quelque chose me dit que c'est pas forcément le responsable de la sécurité sûreté qui a toujours le dernier mot. Il y a un manager, il y a un MD, il y a quelqu'un qui dirige le projet, et c'est cette personne qui, en fin de compte, en ayant écouté ton avis, qui va décider. Comment tu fais pour persuader cette personne? Qu'est-ce qui permet d'avoir confiance? Ce qu'on disait, c'est une histoire de responsabilité. Donc c'est le country manager qui décide, et nous, on doit arriver avec les arguments en disant voilà, si on y va, ça nous coûte tant. Si on a un accident, ça nous coûte tant. On en revient vraiment toujours à l'argent, en disant ok, on va envoyer des personnes là-bas. Par contre, s'il y a un accident et que derrière on est attaqué, on prend la jurisprudence Karachi, et que ça doit nous coûter 6 millions de $ en frais de dédommagement parce qu'on a envoyé quelqu'un et qu'il n'était pas protégé. Est-ce que ça vaut pas le coup d'arrêter pendant 2 jours à 250 000 $ jour? Ça nous fait un demi-million.
comparé aux 6 millions de pertes, voilà. On est vraiment dans ce rapport-là, en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd, sachant que, voilà, en termes d'assurance, est-ce qu'on est couvert, est-ce qu'on n'est pas couvert, est-ce qu'on a les liquidités pour faire ou pas, est-ce qu'on a l'assurance que le dispositif qu'on a mis en place va tenir ou pas, et donc là, c'est nous qui nous engageons personnellement, en disant, bah écoute, il n'y a pas de souci, moi j'ai, le chef du détachement, il m'a donné sa parole, ils seront là à telle heure et on pourra partir réparer à telle heure et on aura tous les moyens dont on a besoin, les hélicoptères sont à disposition. Donc là, on a un vrai engagement quand on présente les points positifs et les points négatifs quand on fait la balance. Là, on s'engage personnellement et parfois sur des sommes assez astronomiques. Oui, sur des sommes, et peut-être aussi, toi, tu t'engages, mais est-ce qu'à chaque fois, tu es 100% sûr que les personnes à qui tu as demandé de faire certaines choses pour toi vont bien le faire? On n'est jamais sûr à 100%, mais justement, le but de se créer un relationnel et puis avec un certain niveau de confiance, c'est de se dire, voilà, cette personne, voilà, je la connais depuis quelque temps, m'a donné sa parole, je sais qu'il est fiable, donc je peux compter sur ce qu'il m'a dit. Et puis bah si celle-ci elle fonctionne pas, j'ai prévu un plan B et un plan C qui coûteront peut-être un petit peu plus cher, mais qui nous permettront quand même de remplir la mission. Tu parlais du fait de savoir si cette personne est fiable. Comment tu fais pour savoir qu'elle est fiable? Bah, comme tout le monde, hein. Il y a le feeling, il y a le fait de tester, l'expérience qu'on a eue avec ces gens-là dans des moments un petit peu difficiles, le fait qu'on a une expérience, il nous a dépanné quand on en avait besoin au dernier moment, voilà, donc on sait que on peut compter plus ou moins sur lui, on l'appelle au téléphone, il répond, ou s'il répond pas quand il a le message, il rappelle aussitôt. Enfin voilà, il y a toute cette expérience qui fait que on peut penser que la personne est fiable ou pas. Est-ce que ça t'est arrivé de te planter là-dessus? Oui, comme tout le monde, ça m'est arrivé pas trop, je dois avouer, mais effectivement, oui, une ou deux fois, il a fallu se rabattre sur le plan B parce que la personne qu'on attendait était pas au rendez-vous. Oui, mais à la fin de la mission RCA, oui. Tu prends une fonction en fait. Je prends une fonction qui est censée t'occuper plus longtemps, oui. Parce que c'est pas tenable en fait. Donc non, alors c'est une association, donc c'est non rémunéré. Je suis président d'une association non rémunérée, mais je vais chercher des financements, je gère les missions, et on fait des missions au profit d'autres ONG au Congo, en RDC, au Tchad, au Cameroun. On continue pendant 7-8 ans à fournir une expertise lutte anti-braconnage à différents projets. On était que vraiment qui était notre cœur de connaissance, donc sur l'Afrique centrale, à côté. Ouais, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la présidence de l'APB, parce que je pouvais pas juguler les deux activités. Autant avant, quand je travaillais dans la sécurité, que j'étais en back-to-back, j'avais un mois où j'étais en récupération, donc là où je pouvais suivre d'autres choses, ouais. Autant après, là, c'était plus possible. Et là maintenant, tu changes d'horizon. En fait, tu rentres chez Contrôle Risque. On continue à dérouler. Hein. Ouais. Chez Contrôle Risque, tu vas faire 6 années chez Contrôle Risque, donc qui est une grosse entreprise dans le domaine de la sécurité, ils sont super réputés, anglaise. Tout à fait. Ouais. Et donc tu commences par Haïti. Tu vas à Haïti. Alors je commence par une mission de remplacement en Algérie. Je fais une première mission de remplacement en Algérie parce qu'à l'époque il y a un problème de visa entre les Anglais et les Algériens, je sais plus pour quelle raison. Et donc ils ont besoin de personnel, donc notamment francophones qui ont des facilités et français qui ont des facilités d'obtention de visa pour l'Algérie. Donc je me retrouve à remplacer un ancien SAS d'ailleurs sur une mission à Alger. Ça se passe bien. J'ai un chef qui est un ancien caporal du RAP, d'ailleurs, un ancien supporter de West Ham, qui est un très très bon mec, quoi, qui est chef de la mission. Donc ça se passe bien avec eux. C'était juste une mission ponctuelle puisque c'était en remplacement le temps que les histoires de visa se règlent. Je fais 6 semaines, je crois. Et puis quand je rentre en France, Contrôle Risque a besoin d'un renfort à Haïti et il leur faut du personnel anglophone et francophone. Et donc je pars à Haïti
je vais rester 1 an et demi pour encadrer et superviser les équipes de sécurité d'un prestataire local qui installe le système de GSM à Haïti. Donc à Haïti, est-ce qu'il y a des c'est un pays qui malheureusement, je dis ça en souriant, mais c'est par ironie, c'est un pays où il se passe beaucoup de choses. Pendant cette période où tu es, il y a des incidents, des choses particulières qui retiennent ton attention? Oui, alors là on est en pleine insécurité. Il y a que quelques quartiers de la ville qui sont sûrs, notamment la banlieue Pétionville, où les gens et les organisations internationales et les grandes entreprises se sont réfugiés. L'aéroport est en zone rouge, on y va uniquement en véhicule blindé avec des escortes armées. Et le prestataire pour lequel on travaille, en fait, a un partenaire local, qui lui a loué des bureaux et des locaux techniques, qui se trouve en fait de l'autre côté de la rue du bidonville le plus dangereux d'Haïti, Cité Soleil. Quand ils se sont installés sans précaution, sans audit au préalable, et une fois qu'ils se sont rendus compte de la situation, l'investissement de base étant tellement important, ils pouvaient plus bouger, donc ils ont décidé de mettre en place des mesures de sécurité. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à contrôle risque, et donc on se retrouve à devoir protéger et escorter des techniciens qui vont dans la zone la plus dangereuse, dans l'une des zones les plus dangereuses d'Haïti. Il va y avoir des incidents ou pas, en fait, pendant cette période-là? Donc on a eu quelques incidents. On avait mis, nous, de notre côté, une procédure en place qui faisait que on a réussi à éviter, on s'est fait un petit peu tirer dessus. Alors on n'a pas eu d'enlèvement, on n'a pas eu d'expatriés blessés, contrairement à d'autres entreprises, et notamment lesquelles avec on travaillait. Il y avait un couvre-feu de l'ONU à partir de minuit, et donc les rues étaient vides à partir de minuit, et donc on se disait qu'en fait le plus sécure pour nous, c'était de pouvoir rouler vite, c'était la vitesse entre l'endroit où on logeait et l'endroit où on devait travailler, et donc on faisait des convois hyper rapides dans la ville, en véhicule blindé, de nuit, pour pouvoir rallier le plus rapidement possible l'endroit sécurisé où on travaillait à côté de Cité Soleil. On avait mis des vitres blindées sur toute la façade qui était côté Cité Soleil, voilà, donc on avait mis des procédures en place en pariant sur la vitesse plutôt que la nuit, plutôt que d'arriver en gros convoi le jour, au risque d'être coincé dans les embouteillages. Tu fais donc 1 an et demi à Haïti, 1 an et demi pendant lequel c'est un back-to-back en fait. Oui, je suis en rotation à l'époque, je devais être en 6 semaines. Je fais 6 semaines là-bas et 6 semaines de récupération. En back-to-back, comment ça se passe? En fait, on est payé lorsqu'on est sur place. On est payé quand on est sur place, et on est en repos sans être payé quand on est en France. Donc si je comprends, il reste encore des choses à faire avec contrôle risque, puisque donc après Haïti, comment ça se passe? En fait, ils sont contents de tes services, ils sont contents d'avoir travaillé avec toi, et donc ils veulent prolonger. Oui, ça se passe très bien avec Haïti et avec contrôle risque, pardon. Et donc ils ont un poste qui se libère en Algérie, ils ont besoin à nouveau d'un anglophone, et donc il me propose le poste, et donc je quitte Haïti décembre 2007 et j'arrive en Algérie en janvier 2008. Donc tu vas être basé en Algérie pendant combien de temps? Donc là je vais rester en Algérie jusqu'en 2011. Alors j'ai beaucoup bougé. Au début je suis à Annaba, donc qui est sur la frontière avec la Tunisie. Ensuite je reviens sur Alger, puisqu'ils décident de bouger leur bureau à Alger. Et le bureau va rester à Alger, mais je vais me déplacer principalement dans le sud du pays, à Simessaoud, Insallah, In Amenas, Silizi, Tamanrasset. Et voilà, dans beaucoup Adrar, voilà, dans beaucoup de wilayas où on a des opérations, sur la partie ouest aussi, à Oran et à Arzew. Donc voilà, je vais beaucoup bouger sur toute l'Algérie, puisque je suis un responsable sécurité d'un gros chantier, enfin d'une grosse opération qui a des chantiers un petit peu partout dans le pays. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce chantier? En expatriés, il y a un peu plus d'une centaine d'expatriés. Il doit y avoir 2500 employés algériens. Pour un projet qui a un peu plus de 300 millions de dollars. Et In Amenas, c'est un endroit qui a fait parler de lui. C'est donc un lieu d'exploitation de gaz qui est très important. Et il y a eu une attaque d'Al-Qaïda. Ouais, en 2013. Ouais. C'est en 2013. Et à l'époque où il y a l'attaque, en fait, je travaille pour une autre société. Je travaille plus pour Contrôle Risque à l'époque. Mais quand je travaille pour Contrôle Risque,
on avait des techniciens qui intervenaient sur la base, qui ont participé à la construction de la base de Tigenturin à In Amenas. Oui, qui avait fait plusieurs qui a fait plusieurs morts, une cinquantaine de morts parmi les expatriés. Donc ouais, ce sont des pays où il y a une menace qui est sérieuse. Donc tu disais il y a une centaine d'expatriés pour ce projet en Algérie, 2500 employés locaux. Il y en a combien qui travaillent directement pour la sécurité? Pour la sécurité, on devait avoir 150 personnes, je pense. Qui te rapportent en fait, qui rapportent. Oui, enfin donc on fait appel au regard de la réglementation algérienne, on fait appel à une société locale, on a un prestataire local avec lesquels on travaille, mais tous les gens qui sont placés qui travaillent pour nous sous notre responsabilité nous rencontrent directement à nous. Il y a un superviseur et des chefs de cette société-là, mais ils nous rencontrent à nous et ils suivent les directives directes du donneur d'ordre, donc la société qui les a employés. Donc on disait tout à l'heure qu'il y avait un peu un changement d'échelle quand tu rentres chez Contrôle Risque, dans le sens où c'est plus du tout la même nature de client, de business. Et tu parlais des aspects financiers qui étaient très prégnants, mais là il y a peut-être aussi un changement d'échelle dans la dimension des projets, parce que entre la Centrafrique où tu m'as montré des photos où tu es avec une compagnie de ces hommes que tu encadres qui font la lutte et que tu mènes d'ailleurs et qui font la lutte contre le braconnage. Là c'est une autre dimension encore. Oui, tout à fait, oui. On franchit un palier et donc on est plus dans la gestion et on est obligé de déléguer pour les opérations de terrain qu'on peut pas mener. Sur le dernier chantier à la fin, donc moi je suis basé à Alger, on a 3 gros chantiers dans le sud. Donc effectivement, je suis obligé de superviser, d'organiser et de déléguer toute la partie opérationnelle aux gens qui sont directement sur le terrain. C'est un changement que tu fais très naturellement en fait, ou ça te prend quand même des efforts, il y a une adaptation quand même qu'il faut un peu pousser. Il y a une adaptation, alors ça s'est fait progressivement parce que voilà, j'ai commencé comme simple soldat et puis petit à petit j'ai commandé de plus en plus de monde, donc là il y a dans un premier temps l'adaptation à la nouvelle contrainte économique, et puis ensuite au fait d'avoir de plus en plus de personnes sous ses ordres et d'avoir plus un travail de contrôle, de gestion que vraiment de commandement opérationnel sur le terrain. Comment tu vois cette évolution en fait? Est-ce que d'un point de vue personnel, est-ce que t'étais satisfait d'être avec les hommes sur le terrain en Centrafrique, et là maintenant c'est un nouvel environnement, un nouveau travail, et ça te satisfait autant, ou bien finalement c'est un peu plus compliqué que ça? Ouais, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça doit être un petit peu la même chose qu'un chef de section qui devient commandant de compagnie, qui perd un petit peu le lien avec ses hommes, et puis quand il devient chef de corps, pareil. Il manque un petit peu la partie terrain, mais c'est un challenge intellectuel de pouvoir gérer dans un environnement étranger, voilà, avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture ou même formation, d'arriver à s'adapter, à leur faire comprendre notre mode de fonctionnement. Donc voilà, il y a le côté intellectuel un peu plus développé que le côté opérationnel qui rend la fonction tout de même intéressante. Et sur un plan culturel, est-ce que d'ailleurs culturel, pas seulement sur l'aspect différence de pays, c'est peut-être aussi la différence sur des aspects sociaux, le fait d'avoir travaillé avec ces soldats centrafricains, maintenant tu travailles avec des prestataires algériens et des commanditaires aussi anglais, enfin dans tous les cas chez Contrôle Risque commun. Au point de vue culturel, c'est cette même agilité, tu t'adaptes à chaque fois en permanence. Oui, on est obligé. Alors après, je reviens toujours à la même chose, hein. On a été l'avantage du SA, c'est qu'on a été formé à vraiment pouvoir opérer dans différents milieux, différents moyens, et souvent avec des moyens dégradés, donc faire avec ce qu'on pouvait trouver sur le terrain, hein. J'ai franchi un paquet de frontières clandestinement avec juste un couteau suisse ou un lézardman dans ma poche. Donc il a fallu que je fasse avec ce que je trouvais sur place. Donc là on revient un petit peu dans le même domaine où voilà, on étudie ce qu'on a, et puis à partir de ce qu'on nous met à disposition, eh bien c'est à nous de nous adapter, mais
française, mais suffisamment d'outils. Hein. On a des cadres d'ordre, on a des ordres initiaux, on a la MRT, la méthode de raisonnement tactique, voilà, qui permettent de s'organiser. C'est des choses qu'on peut adapter au monde civil. Parce qu'on va retrouver des composantes identiques, même si la finalité est pas forcément la même, mais qui vous permettent d'adapter et d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer pour pouvoir évoluer dans un monde un petit peu différent. Les gens avec qui tu travailles en Centrafrique, c'est comme des militaires, en fait. Donc tu t'adresses à eux comme à des militaires. Et là, ces nouvelles parties prenantes avec lesquelles tu dois travailler, collaborer en Algérie, est-ce que en termes de rapport humain, même du choix des mots, du vocabulaire, est-ce que tu dois réfléchir différemment lorsque tu t'adresses à ces personnes ou pas? Alors pas vraiment sur l'Algérie, parce qu'en fait la plupart des personnels qui travaillent dans les sociétés de sécurité, et notamment au niveau de la direction et du management, c'est tous des anciens des forces de l'ordre, hein, soit des anciens militaires, gendarmes ou policiers, donc on a déjà une base commune et un langage commun. Donc ça passe plutôt bien. J'ai eu la chance, notamment dans le Grand Sud, de travailler beaucoup avec d'anciens gendarmes algériens. Donc il y avait cette culture aussi militaire, pas que policière mais militaire. Donc ça permettait de pas mal s'adapter. Après, quand on s'adresse directement aux agents qui eux ont soit juste fait leur service militaire ou ont pas d'expérience, là effectivement c'est un peu plus compliqué, mais qu'on peut retrouver dans les sociétés de gardiennage en France actuellement, quoi. On va retrouver les mêmes problématiques. Mais avec le management et la direction, non, ça allait bien parce que on avait quand même un passé commun, ou au moins des expériences communes dans les forces de l'ordre. Ces prestataires, ces différents intervenants de différentes cultures, est-ce que tu sens que vous êtes facilement alignés sur les objectifs, par exemple? Alors sur les objectifs, oui. Sur la façon de les atteindre, pas toujours. Et sur les méthodes, pas toujours. Donc effectivement, il y a certaines différences culturelles où dans certains pays, l'Algérie en particulier, où voilà, les gens connaissent bien leur pays et ont du mal de temps en temps à écouter un avis ou un point de vue extérieur. Et sur la manière de faire, tu disais il y a une différence aussi un petit peu sur la manière de faire? Oui, sur la manière de faire, parce que on a une approche dans l'armée française, par exemple, assez où on aime bien avoir des liens avec les gens de tous les niveaux, et il y a certaines cultures où ça se mélange pas trop entre les officiers et les soldats, et donc voilà, aller prendre un café avec les gars qui sont en poste à l'entrée pour contrôler l'accueil, par exemple, c'est des choses qui se font pas forcément, mais que nous on aime bien faire pour pouvoir partager le quotidien des gens et puis avoir aussi leur point de vue, leur vision de leurs tâches, pour voir si nous qui sommes dans les bureaux, on est près de la réalité ou il y a des choses qui nous échappent. Et donc c'est mal vu par qui? C'est mal vu par ceux avec qui, les gens de terrain avec qui tu vas boire le café, ou bien c'est mal vu par finalement tes pairs, les managers qui sont un petit peu au même niveau, quoi? Non, c'est mal vu par la direction, par le management, oui, par les pairs qui sont à mon niveau, qui comprennent pas pourquoi je vais prendre le café avec les deux gardes qui sont à l'entrée du portail. Donc il y a des grosses différences en fait de style de management. Est-ce que tu penses que cette manière que tu as de faire, c'est quelque chose qui est hérité complètement de l'armée, ou c'est inné? Enfin, comment tu vois toi ton style de management par rapport aux différents styles que tu as pu voir tout au long de ta carrière? Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Alors c'est inné parce que moi j'aime bien le contact humain, donc c'est ce qui m'a aussi attiré dans ce métier, le fait de pouvoir partager avec des gens. Et que ce soit de différents horizons, de différentes cultures, mais vraiment le contact humain que j'ai toujours voulu garder, quelles que soient les professions que j'ai pu exercer, et même après l'armée ou le paramilitaire. Et puis il y a aussi cette façon de faire qu'on retrouve quand même au sein de l'armée française, et encore plus dans les unités spéciales, où on a un vrai échange. Voilà, il y a un officier, il n'hésitera pas à venir vous voir et discuter avec vous en disant ouais, qu'est-ce qui va pas, pourquoi il y a ça, et qu'est-ce que t'en penses. Voilà, il y a un vrai échange parce que on connaît le niveau de la personne qui est sous vos ordres, et on sait qu'on peut lui faire confiance et que son point de vue peut être intéressant, donc on n'hésitera pas à aller le solliciter. Tu as parlé de confiance. Est-ce que tu peux un petit peu développer finalement sur là on quitte vraiment le cadre algérien, et finalement c'est cette confiance que tu vas avoir. Là, on était, si je t'ai bien suivi, tu parlais finalement dans une unité militaire française, notamment dans une unité spéciale, où effectivement
il y a peu de monde en fait. Les gens se connaissent plutôt bien. Mais qu'est-ce qui fait que on va avoir confiance dans les personnes? Est-ce que c'est juste le fait d'avoir la même formation, ou est-ce que il y a encore d'autres choses qui viennent s'ajouter qui permettent de jalonner cette confiance? Alors déjà, il y a effectivement le tronc commun, hein, on sait par où sont passés les gens, donc voilà, ça renforce la confiance. Moi, je sais par où je suis passé à la sélection, à la formation, donc la personne qui a fait la même chose, je sais que déjà on a ce lien. On avait cette envie d'aller jusqu'au bout et d'aller rejoindre cette unité particulière, donc on a aussi cette affinité. Et puis c'est le fait de travailler ensemble, de voir la plupart du temps, hein, moi j'ai vraiment découvert dans les unités spéciales l'humilité. La plupart du temps les gens sont très humbles, hein, et pourtant on a des gens très 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 performants, mais voilà, qui font juste leur métier, qui s'en vendent pas, qui sont d'une humilité assez impressionnante, et ce qui fait que ça aussi ça crée des liens quand on voit quelqu'un qui est au-dessus du lot, mais qui le fait pas savoir, et qui fait juste son travail et qui est le premier à vous aider ou à faire des tâches ingrates quand il le faut. Voilà, ça renforce aussi le sentiment de confiance. On continue à dérouler un peu la pelote. Donc on était sur l'Algérie où donc t'as passé 3 ans dans ce pays. Est-ce que tu sors de ce pays par exemple avec c'était en back-to-back aussi? Oui, j'étais en back-to-back, je faisais un mois. Est-ce que tu as eu le temps par exemple d'apprendre un peu la langue, des choses comme ça, ou c'est finalement le rythme ne le permet pas? Oui, il y a deux choses. Alors effectivement, le rythme le permet pas trop. Après, si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu le faire. Mais surtout, en fait, tous les gens avec lesquels on travaille, soit ils parlent français, et la plupart du temps, les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, la langue de travail est en anglais. Des gens qui viennent de tout horizon. Hein. Je sais que l'une des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, ils avaient calculé, il y avait 145 nationalités. Donc comme à la Légion. donc voilà, donc la langue de travail c'est l'anglais, donc voilà, tout le monde parle anglais, donc en fait on n'a pas trop le temps de s'imprégner, et puis la plupart des gens avec lesquels on travaille parlent français, notamment en Algérie, ils mettent un mot français tous les 5 mots. Donc des fois ils pensent que vous parlez arabe parce que ils ont dit 3 mots, mais comme on sait de quoi on parle et que tous les 3 mots il y a un mot en français, bon, on comprend le sens général. Donc ça les fait rigoler. Après ils vous parlent en arabe, ils disent non mais je parle pas arabe. Pourquoi t'as compris avant? Bah oui, j'ai compris avant, mais quand tu dis que oui, tac, logistique, le bateau et Matar, je sais que c'est l'aéroport, bon bah ok, on a facilement compris ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur cette période-là, sur la période algérienne, qui est Non, à part le dernier épisode, quand j'ai voulu quitter et postuler pour un poste pour une autre entreprise, qui s'est pas très très bien passé, mais sinon non, voilà. Dans l'absolu, tout, on a à peu près tout dit ce qu'on pouvait dire sur cette période de contrôle risque. C'est quoi alors, qui s'est mal passé là? En fait, donc à l'époque, je suis responsable sécurité sur un chantier, comme je disais, avec une centaine d'expatriés, à peu près de 2000-2500 employés locaux, 150 agents de sécurité, et le contrat se termine bientôt, voilà, le chantier se termine, donc je commence à regarder à droite et à gauche d'autres offres d'emploi, et je vois une offre qui correspond parfaitement au même poste que ce que je fais pour Contrôle Risque, mais pour une société française, et donc je vais passer un entretien. Donc je vais à Paris passer un entretien, et donc ça se passe très bien, ils sont très contents, connaissance de la région, expérience dans le BTP et l'oil and gas, anglais courant, hop. Et à la fin de l'entretien, on me demande mon niveau d'études, et donc je dis je suis niveau bac. Et là on me dit non, désolé, ça va pas le faire parce que c'est un poste bac plus 5, et donc on peut pas vous recruter à cause de votre niveau d'études. Tu as mentionné tout à l'heure le fait que chez Contrôle Risque, tu avais travaillé avec un ancien caporal-chef de la Légion étrangère, qui était britannique, et qui lui aussi a pris du grade en fait. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, justement, et c'est ce qui m'a un petit peu surpris, puisque donc à l'époque, quand j'arrive chez Contrôle Risque en Algérie en 2006, donc mon premier chef, qui est un ancien caporal du RAP, je le retrouve quelques années après pour une petite mission ponctuelle, un remplacement lorsque je suis en repos en back-to-back, sur une petite prestation en Algérie à nouveau, et entre-temps il est devenu responsable sécurité pour Shell, pour toute l'Afrique du Nord, donc il gère la Mauritanie,
à l'Égypte. Et donc lui, son background, c'est il a pas le bac et il est caporal du rap, quoi. Donc par contre, comme chez les Anglais, c'est les compétences avant le diplôme. Voilà, chez nous, c'est l'inverse. Donc voilà, ça m'a un peu surpris le fait qu'on me dise que j'avais toutes les compétences pour ce poste, mais il manquait juste le niveau d'études. Et donc à ce moment-là, t'es dans un entre-deux. Là. C'est quoi la suite alors? La suite, en fait, j'ai la chance. J'ai une double chance d'ailleurs. C'est que je me dis, puisque il manque le niveau d'études, je vais reprendre mes études et puis je vais atteindre le niveau souhaité, puisque je suis un peu borné de ce côté-là. Donc, quand on me met des obstacles devant moi, j'ai une seule envie, c'est de les franchir. Donc la première chose, je me dis, je vais faire ça, et donc j'ai la chance de pouvoir rencontrer un cabinet spécialisé dans les formations, notamment dans les VAE, qui va m'aider à trouver le bon diplôme, pouvoir reprendre mes études et puis les poursuivre par la suite. Et puis on me propose un poste à cheval entre le Yémen et Djibouti, qui me permet d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir mener le travail et les études en même temps. Et donc je décide de reprendre mes études, et grâce à cet emploi, je peux les mener jusqu'à Bac+6 quelques années plus tard. Donc le Bac+6, c'est le MBA de l'EEGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, qui était associée avec Paris Assas Panthéon pour la partie droit et HEC pour la partie géopolitique et économie. Donc c'est un executive MBA qui s'adresse donc à des gens qui ont déjà une bonne expérience professionnelle. Tout à fait. Donc, ça s'adresse uniquement à donc en priorité, il est fait pour les officiers de la gendarmerie nationale qui puissent arriver à un niveau Bac+6 pour pouvoir prétendre à des postes de coopération, notamment au sein de l'Union européenne, où il y a une concurrence énorme depuis l'ouverture à 28 pays. Et puis pour partager les connaissances publiques-privées, donc il y a 20 places qui sont ouvertes pour des auditeurs extérieurs. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être heureux. Ma candidature a été retenue, et donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre cette formation entre 2014 et 2015. Sans vouloir avoir un avis négatif sur l'école, en fait, c'est pas du tout le but. Qu'est-ce que tu apprends en fait dans cette école? En fait, on découvre ce que peut-être ça permet de renforcer les capacités de directeur sécurité. Il y a un vrai échange d'expérience, il y a des vraies mises en situation qui peuvent nous sortir de nos zones de confort, de nous rappeler, on a des mises en situation qui vont se faire au GIGN, qui vont se faire, à l'époque c'était à Hubert, maintenant c'est à Lorient, au Grouco, à Saint-Astier, à l'école de maintien de l'ordre, de la gestion de crise, dans différents domaines d'activité qu'on connaît pas forcément. On peut se retrouver à faire une crise liée à un événement climatique, donc au niveau préfecture. On peut se retrouver à faire une gestion de crise pour une société de cosmétiques, voilà, des choses dans lesquelles on n'a pas forcément travaillé, mais qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles connaissances. Donc c'est vraiment ça a été une année très très enrichissante en termes d'apprentissage et de remise à niveau, et puis de remise en question sur mon propre niveau, et est-ce que effectivement je suis au niveau du poste auquel je prétends. Est-ce que t'as eu cette impression d'être un imposteur des fois, en fait? Est-ce que t'as eu ce complexe de l'imposteur? De l'imposteur, non, mais effectivement, des fois, tu te dis, ok, j'ai fait pas mal de trucs, je me retrouve à ce poste de responsabilité. Est-ce que effectivement j'ai la capacité de le faire? Et donc le fait de faire régulièrement des formations et de se remettre en cause régulièrement permet de soit nous fortifier, conforter dans la conviction qu'effectivement on est au bon endroit, ou alors de se rendre compte de nos faiblesses et se dire là effectivement je suis un peu faible de ce côté-là et il faudrait que je me renforce. Donc t'as ce diplôme maintenant en poche. Est-ce que ça change les choses pour toi maintenant? Alors à l'époque, oui, effectivement, puisque là je peux commencer à postuler pour des postes plus importants, ou au moins qui correspondent à ce que j'avais envie. Et puis surtout en France, où là j'ai enfin un diplôme qui est reconnu. C'est pas uniquement l'expérience sur l'étranger,
mais ça me permet de pouvoir postuler à des postes en France, qui était à la base aussi le but de pouvoir retourner travailler en France et arrêter des voyages un petit peu trop fréquents. Et donc l'obtention de ce diplôme me permet, un an plus tard, de décrocher le poste de directeur sécurité du Football Club de Nantes.